L'histoire du chemin de fer, j'en parle parce que je suis fils de cheminot. Et j'ai grandi avec un oncle, un homonyme, qui est lui aussi cheminot. Toutes les femmes que mon père a épousées, je peux dire elles sont des cheminots. Parce que mon père était affecté de gare en gare. Il a fait plus d'une quinzaine de gares. Et chaque fois qu'il se déplaçait, c'est avec la famille, avec les épouses, qui elles aussi vendaient, faisaient les activités autour des gares. Donc c'est quelque chose que nous avons vécu. En plus, j'ai passé toute ma jeunesse, non seulement avec mon père au niveau des gares, mais puisque j'ai grandi avec mon homonyme qui était finalement directeur d'exploitation des chemins de fer, mon oncle, homonyme Alaï Siara Bangoura, j'ai vécu plus de 20 ans à la cité chemin de fer, à Kalomessi, à côté de la gare. Donc, dans nos familles, on ne parlait que de chemin de fer, de chemin de fer. Et puis, sur moi, j'aime approcher les aînés, les parents, tout et tout. J'aime les questionner sur certaines choses. Là, comment le chemin de fer, donc, a évolué. Mais à cette époque, il faut savoir que c'était les travaux forcés. Donc, il n'y a pas à dire, je demande un emploi. Non, 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 vous êtes contraint de travailler. Certes, il y a quelque chose qu'on donnait aux indigènes, mais il fallait travailler. Alors, au début de ce siècle, nous sommes à un moment où la Guinée française attirait un peu, petit à petit, les entreprises commerciales françaises, les agriculteurs français. C'est à ce moment qu'on a commencé à parler de comptoirs des Grecs, les comptoirs commerciaux, les comptoirs français, les comptoirs tenus par les Libano-Syriens. Donc, avec l'arrivée des planteurs français, l'agriculture guinéenne s'est fortement développée. Et le chemin de fer devrait être ce facteur qui booste l'économie. Et effectivement, le chemin de fer l'a été. Tous les villages sur le corridor Conakry-Cancan, tous les villages se sont développés. Donc, tous ces villages environnants, les gens produisaient. Parce qu'ils savent que quand ils récoltent, ils peuvent vendre à la gare. Quand ils récoltent, il y avait des agro-businessmen qui venaient acheter leurs récoltes. Les produits étaient acheminés au port de Conakry par le chemin de fer. Et les produits-là étaient acheminés au port métropolitain, particulièrement les ports de Marseille, de Bordeaux, du Havre. Donc cela a impulsé l'économie agricole. Le chemin de fer a prospéré. Moi, personnellement, mon père est entré au chemin de fer à l'âge de 18 ans. Quand il est entré au chemin de fer, il s'appelle Moussa Keïta. Ses amis l'appelaient deux Keïta. Parce qu'il y avait deux Moussa Keïta. Lui, on l'appelait Moussa Keïta, deux Keïta. Donc, lui, il est entré au chemin de fer. Quand il quittait son village de Koya, nous sommes de Koya, Mangata, Kiria plus précisément, quand il venait à Conakry à 18 ans, il ne savait ni lire ni écrire. C'est en travaillant d'abord comme manœuvre au chemin de fer qu'il a appris à lire, à écrire, il est devenu ouvrier qualifié. Donc, notre monde, c'est cela, c'est le chemin de fer. Il a été affecté de gare en gare et travaillait aux voies et bâtiments. Nous connaissions tout cela, on était encore jeunes. Parce que les amis de nos parents, tous les cheminots à l'époque aussi se connaissaient. Donc voilà, moi je dirais que le chemin de fer a fait de mon père ce qu'il a été, il a fait de moi ce que je suis. Et pas que moi, tous les enfants des cheminots, tous les petits-enfants des cheminots vous diront la même chose. Parce qu'à l'époque, les cheminots n'étaient pas des fonctionnaires. Mais c'était un emploi très très prisé. Ils étaient payés, ils étaient bien payés, mais ils travaillaient aussi. Ils n'avaient presque pas d'horaire. Ils travaillaient beaucoup. Ils étaient même ravitaillés. Donc, il y avait beaucoup d'avantages dedans. Mais ils travaillaient sérieusement. Les marchandises étaient acheminées de Conakry vers l'intérieur du pays, avec ces produits venant de l'extérieur, ces produits importés. Donc, le flux commercial était très, très dense. Très, très dense. Le train pouvait arriver dans les gares n'importe comment. Même à 2 heures du matin, quand le train arrive, les villageois sont là pour vendre leurs produits, pour vendre tout ce que vous pouvez imaginer. Ça faisait le business de tout le monde. Nous sommes dans la colonisation. Et cela a continué jusqu'à l'indépendance. Ça a continué jusqu'à l'indépendance, jusque dans les années 1960, 1965, 1966.
pratiquement jusque vers les 69, 1969, 1970. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le chemin de fer atteint sa vitesse de croisière déjà dans les années 40-50. Nous avons accédé à l'indépendance dans des conditions que vous connaissez. Le chemin de fer, qui s'appelait à l'époque Conakry-Niger, n'était plus approvisionné. Parce que quand on a accédé à l'indépendance, ça a changé de nom. Le chemin de fer a été nationalisé, il est devenu ONCFG, Office national de chemin de fer de Guinée. Donc, depuis 1959, la France a cessé d'approvisionner ce chemin de fer-là en pièces de rechange, en locomotives, en wagons, en voitures. Tout a été bloqué pour la Guinée. Donc nous sommes restés dans cette situation. Heureusement, avec la diplomatie du président Sékou Touré, à l'époque, il s'est rapproché de l'Allemagne de l'Ouest. C'est avec l'Allemagne de l'Ouest que nous avons eu les premiers autorails. Les autorails, c'est des engins qui sont destinés à transporter les personnes, pas les marchandises. Alors que les autres trains, il y avait ce qu'on appelait le train bananier. Le train là ne transportait que les bananes. Il y avait le train marchandises, qui ne transportait aussi que les marchandises diverses, hors banane. Parce que la banane et les autres produits ne méritent pas d'être transportés de la même manière. La banane est un produit périssable. Donc, elle mérite d'être transportée sous une certaine température, okay, avec une certaine aération. Alors que les autres marchandises, quand vous commandez le riz, par exemple, les articles divers à Conakry pour les envoyer à Dabola, à Mamou, à Kanka, là, c'est d'autres. Il y avait train marchandises, train banane, puis le train des passagers. L'autorail est venu, je crois qu'il y avait 2 autorails. Des Guinéens ont été envoyés en Allemagne pour leur formation, des ingénieurs et des techniciens. L'autorail est venu à partir de 1961. Et je suis un des premiers à embarquer dans ce nouveau train autorail, parce qu'à la même année, mon père a été affecté de la gare de Kakoulima à la gare de Bissikrima. Donc c'est à bord de cet autorail-là, flambant neuf, que nous avons fait le déplacement. Alors, finalement, la prospérité du chemin de fer, ce n'est pas le transport du chemin de fer, c'est le fret. Le transport des marchandises est plus rentable que le transport des personnes. Mais dans tous les pays du monde, il faut savoir que le chemin de fer est subventionné. C'est très rare d'apprendre que dans un pays, il y a un chemin de fer privé. Vous pouvez trouver des compagnies maritimes privées, vous pouvez trouver des compagnies aériennes privées, mais c'est très rare de dire j'ai un chemin de fer privé. Non, parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans le chemin de fer. Il faut absolument la subvention de l'État. Il faut, soit c'est une entreprise d'État strictement, ou alors c'est une entreprise mixte à laquelle l'État est associé, parce qu'il faut une subvention de l'État pour soutenir. Et de tous ces transports, transport de personnes, transport de marchandises, le volet le plus rentable, c'est le volet transport de marchandises. Mais malheureusement, l'agriculture s'est affaissée. Les exploitations agricoles sont éteintes. Il n'y a que les Guinéens maintenant, les planteurs guinéens qui continuent à travailler. Donc, le volume de la production a baissé. Et même ceux-là qui produisaient, les Guinéens qui produisaient, ils ne pouvaient plus exporter. Parce que leurs marchandises, leurs mangues, leurs bananes et autres, ananas, ne sont plus reçus au port de Marseille, au port du Havre, etc. etc. Tout ça, c'est les conséquences. La situation a continué comme ça. Le chemin de fer est resté sans pièces de rechange. Les vieilles locomotives ont commencé à présenter des signes de fatigue. Et la Guinée ne peut pas... Comment il faut faire? Entre-temps, il y a eu la CBG dans les années 70. Et puisque le chemin de fer de la CBG, c'est le même format, hein, l'espacement de la voie, c'est le même format que le chemin de fer, le Conakry-Niger, l'État guinéen donc est passé par la CBG pour acheter des locomotives, n'est-ce pas, les super bébés comme je les appelle, avec les Américains. Les super bébés là sont nettement plus puissantes que les locomotives françaises.
elles sont encore plus longues que les locomotives françaises. Donc, par endroits, il fallait voir au niveau des voies, parce que chez nous, il y a assez de virages, faire en sorte que cette nouvelle locomotive-là puisse faire la traversée surtout entre Conakry et Mamou, et entre Conakry et Dabola. C'est là où il y a beaucoup de virages, avec des montagnes à côté, voilà. Et heureusement, ça a donné une petite bouffée d'oxygène, parce que ça, j'ai vécu, la locomotive, là, je l'ai vécu. Ça a été une bouffée d'oxygène pour la relance du chemin de fer. Nous sommes au milieu des années 70. Mais il faut reconnaître que le volume des affaires entre les années 60 et les années 70, c'était plus la même. Ça avait fortement baissé. Parce que juste au milieu des années 60, le chemin de fer, le train ne ratait pas l'heure. Non. C'est-à-dire, on dit que le train, il doit arriver à Cancan à 14h25. Le train est à Cancan à 14h25. Quand on dit doit bouger de Conakry à 8h10, il bouge à 8h10. Toutes les dispositions sont prises. Maintenant, avec toutes les insuffisances que je viens de relever, tous ces facteurs-là ne pouvaient plus être respectés. Les horaires, disons, bref, ça a baissé en rythme. Nous sommes dans les années 70. Alors, le premier régime à l'époque a cherché à trouver une solution. Une solution, un plan B, comme on le dit, en créant Railroute. Railroute, c'est une société de transport des marchandises avec les véhicules sur le corridor du chemin de fer. Donc, le régime, il a été bloqué, hein, ça il faut le reconnaître. Le premier régime, il a été systématiquement bloqué. On lui a fait voir toutes les couleurs. Malgré les efforts, la chose n'a pas prospéré. Donc, on est resté dans cette situation. Quand même, le train de la banlieue travaillait Kahinka. Tantôt, Tanka monte. Vous avez entendu parler de Tanka. Tantôt, Tanka, c'est le train qui reliait Conakry à la banlieue. À l'époque, la banlieue, c'était jusqu'à Simbaya, qui faisait Conakry-Simbaya. Alors, on est resté dans cette situation, mais le chemin de fer, la courbe est devenue de plus en plus descendante. De plus en plus descendante. Le train peut monter le matin, mais il ne peut pas revenir parce qu'il est tombé en panne. Parfois même, il y a problème de gasoil. Parfois, il y a problème de ceci. Le train qui aurait dû aller à midi, il ne peut bouger qu'à 15h, qu'à 13h, 14h. Voyez-vous, la courbe était tout à fait simple. C'est dans cette situation que le président Sékou Touré est décédé en 1984. Il y a eu le changement que nous avons connu. Le président Conté est arrivé au pouvoir. Pendant tout ce temps, nous étions à la cité chemin de fer. Là. À ce moment, Elaï Siara Bangoura était le directeur d'exploitation jusqu'à sa retraite en 1982. Donc, c'est des réalités que nous vivions. Parce que nous-mêmes, on empruntait Tanka. Régulièrement, on empruntait Tanka. Donc, au moment où le deuxième régime arrivait, le chemin de fer était vraiment fatigué. Et même si le président Sékou Touré était resté, il serait très très difficile de relever le chemin de fer. Parce que l'État a beaucoup de défis. Subventionner un chemin de fer, l'État guinéen n'a pas ces moyens-là. Et lorsque Conté est venu, c'est un nouveau régime politique qui est choisi. Ce nouveau régime politique qui est choisi là, il y a des priorités qui ont été présentées. La Banque mondiale a influencé, le Fonds monétaire a influencé, la France a influencé, parce qu'en tant que partenaire stratégique, et bref, tous ces partenaires financiers et techniques étrangers ont conclu que le chemin de fer n'est pas rentable. Et effectivement, le chemin de fer à ce moment n'était pas rentable. Mais même au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bénin, le chemin de fer Dakar-Niger, le chemin de fer Abidjan-Niger, le chemin de fer Cotonou-Niger
Et ces chemins de fer-là n'étaient plus les mêmes chemins de fer que dans les années de la coloniale ou bien dans les premières années 60. Et aussi, le rythme a baissé. Donc, les priorités étaient tellement nombreuses que le chemin de fer a été mis au dernier plan. C'est dans ce contexte maintenant que les choses ont évolué. Alors, on est resté dans cette situation. Entre-temps, les gens ont commencé, le commerce de la ferraille a commencé en Guinée. C'était devenu un business. On vient dans nos pays, les industries métallurgiques, ils viennent récupérer tout ce qui est ferraille pour aller fondre pour leur usine. Donc ce réseau-là s'est installé en Guinée, il a prospéré en Guinée. C'est à ce moment-là que ces rails-là ont été démantelés. Nous sommes dans les années, allez, on va dire les années 90. C'est même autant de compter quand même le train de la banlieue, oui. Le train marchandise, oui. Autant de compter, le train aller jusqu'à Kankamé dans des conditions difficiles. Malgré l'ingéniosité des ouvriers, des cheminots guinéens, ce n'était pas possible de tenir. C'était pas rentable. Même le problème de salaire à leur niveau, c'était très, très difficile. Alors les gens ont commencé à démanteler le chemin de fer. Puisque le train ne marche pas, ils ont commencé à enlever les rails. Et ceux qui le faisaient à cette époque, personne ne pouvait oser lever le doigt. Alors quand cela se faisait, nous, ça nous faisait mal, fils de cheminots. Notre rêve est que ce chemin de fer renaisse et que ce chemin de fer aille jusqu'à Bamako. Malheureusement, ça a été démantelé. C'est-à-dire les gens ne laissaient que là où il y a le passage à niveau. C'est là où le bitume passe, la route passe, quoi. Parce qu'ils savent que pour enlever là-bas, il faut que les véhicules s'arrêtent. Et quand les véhicules vont s'arrêter là, le temps d'enlever, tout le monde va les voir. C'est pourquoi dans les passages à niveau, jusqu'à présent, vous avez quelques morceaux de rail. Mais en amont et en aval, jusqu'au prochain passage à niveau, tout a été enlevé. Les rails, les traverses, même les ballasts n'ont pas laissé. Et même les gares ont été vandalisées. À un moment, j'ai vu la gare de Bissikrima, où mon père a servi en 1961-1962. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vu la gare de Dabola, j'ai eu les larmes aux yeux. Voyez-vous? C'est ça. Ça, ce n'est pas les cheminots qui ont fait. Hein? Non. Ce n'est pas les cheminots qui ont fait. Ce n'est pas les cadres du chemin de fer, la direction du chemin de fer. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. Hein? Ce n'est pas les ministres qui l'ont fait. Ce n'est pas les cadres du ministère du Transport qui l'ont fait. Non, non, non. Non. Ce n'est ni les cheminots, ni les cadres du chemin de fer, ni les cadres du ministère des Transports, ni les ministres successifs des Transports. C'est un groupe d'individus, c'est cela. Et le même groupe d'individus, c'est au même moment à Kaloum ici, les couverts des caniveaux disparaissaient. Regardez bien les routes de Kaloum. Au milieu, vous avez des canalisations souterraines. Après, il y a un bloc de fer, voilà les égouts, les couvertures des égouts. Et ça, c'est des travaux depuis les années de la coloniale, quand on lotissait Kaloum. Les années 1930-1940. Les gens, ils prenaient ça aussi, ils vendaient parce que c'est très lourd. Alors, pour quelqu'un qui a une idée de l'histoire du chemin de fer, nos arrière-grands-parents, beaucoup sont morts sur le chemin de fer là. Même les techniciens et ingénieurs français, beaucoup sont morts sur le chemin de fer là. Il y a une gare qu'on appelle gare Balai, vers Mamou. En Mamou et Dabo, il y a un autre gare qu'on appelle Siffré. C'est les noms des ingénieurs français. Là où le gars il meurt, là on l'enterre, on donne le nom de gare. Siffré, c'est la même chose. Mais combien de Guinéens sont morts dans les travaux là, dans l'installation de ces rails-là? Combien de Guinéens sont morts là? Entre 1900 et 1914. Combien de Guinéens aussi ont travaillé de leur sueur sur cette voie qui entretenait la voie là, Conakry-Kankan, 600 et quelques kilomètres,
qui entretenaient, qui ont fait vivre notre économie. Mais entre-temps, le régime de Conté s'en va. Il y a le couple Dadis-Konaté qui arrive. Moi, je dis qu'il y a un mérite à son niveau. La transition Dadis-Konaté, ça n'a fait que 2 ans. Hein, 2 ans. Mais je crois que quand leur premier gouvernement, c'est Mathurin qui était ministre des Transports. Si ma mémoire est bonne. Mais Mathurin a remis Conakry Express. Conakry Express que nous voyons aujourd'hui. C'est un dossier, semble-t-il, qui existait, mais qui dormait dans les tiroirs. Sauf erreur de ma part. Mais aussitôt qu'ils ont pris, le chemin de fer Conakry, ils ont mis le train Conakry Express. Mais Conakry Express, là, ils vont l'installer sur quel rail? Ils ne peuvent pas l'installer sur le rail de chemin de fer. Conakry, l'ancien chemin de fer, les rails sont démantelés. Ils n'ont pas les moyens de mettre de nouveaux rails. Donc il fallait négocier avec Russal pour que le train là circule sur la voie de Russal. Et c'est ce chemin de fer, c'est ça qui existe aujourd'hui. Ce Conakry Express. Parce qu'un seul voyage, c'est 4 000, 5 000, 6 000 personnes. Un train avec 12 voitures. Le matin à Madina, c'est bondé de personnes qui descendent. Le soir, quand vous voyez le monde qui attend ce train, c'est formidable. Après, il y a eu les élections en 2010. Le président Alpha est venu. Il a fait 10 ans, il a fait 11 ans. Il a fait 11 ans. Je crois que durant son premier mandat, il a parlé de réhabilitation du chemin de fer. Moi, ma vieille mère, qui était vivante à ce moment, quand elle a appris ça, elle a dansé. Elle a dansé. Elle a dit, chemin de fer va être réhabilité. Alpha a promis, il va faire le chemin de fer jusqu'à Cancan. On a dit même pas Cancan, il va mener jusqu'à Bamako. Il dit, elle a encore dansé. Voyez-vous, les vieux cheminots, nous autres là, on était contents. Mais malheureusement, ça n'a pas prospéré. À l'époque, Vallée était là. Le programme brésilien c'est venu. On a vu à Dixingar, c'était devenu une base vie de cette entreprise. On s'attendait au début des travaux. Le président du Mali, Ibeka, aussi est venu dans l'idée du chemin de fer Conakry-Bamako, parce qu'Alpha avait dit Conakry-Bamako. Mais malheureusement, 1 an, 2 ans après tout le bruit, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Voyez-vous, ça c'est un peu dommage pour nous. Parce qu'un chemin de fer Conakry-Bamako, ce chemin de fer aura une nouvelle dimension. Aujourd'hui, la production agricole s'est affaissée. Mais si on remet le chemin de fer tout de suite là, rien que Conakry-Cancan, Cancan-Bamako, sur tout ce corridor-là, l'agriculture va se relever petit à petit. Les gens qui ont quitté les anciens villages vont encore revenir. C'est vrai que les sols n'ont plus la même fertilité que dans les années au début du siècle dernier, mais avec les moyens modernes, l'agriculture va renaître, les activités économiques vont renaître. Et l'autre aspect le plus important d'ailleurs, c'est le fret malien. C'est-à-dire l'ensemble du flux commercial du Mali. On ne va pas dire qu'ils vont tout affecter chez nous, mais toutes les importations, la plupart, les 80%, en tout cas à minima les 60% des importations du Mali et des exportations du Mali passeraient par la Guinée. Mais c'est une aubaine extraordinaire. Ah oui, les frais portuaires, ils vont payer. Le transit sur le territoire, là, la traversée, là, ils vont payer. Donc, ça va créer, il va y avoir aussi un train voyageur. Des gens préféreront prendre le train que de prendre l'avion pour aller à Bamako, pour aller à Cancan, pour aller à Sigiri. Ça va booster notre économie. Et ce flux financier, ce flux commercial avec le Mali, ça va être aussi une autre source de recettes pour notre économie. Ce que je regrette, parce que moi, quand le président Alpha a dit le chemin de fer Conakry-Bamako, j'ai vraiment applaudi. Là, j'étais content. J'ai dit, s'il réussit, ça, c'est une très bonne chose. Mais dans la même foulée,
il avait passé un deal. En tout cas, il était sur un deal avec la Chine. À ce moment, Ousmane Kaba, Dr Ousmane Kaba était son conseiller. Et Kassouri Fofana aussi était dans Londres. Donc, tous ces économistes-là autour de lui, avec la Chine, l'affaire de 20 milliards, le troc avec la Chine. Parce que, quand bien même il a dit, il va réhabiliter le chemin de fer Conakry, Bamako, j'ai dit, mais, moi j'ai économiste de formation à la base, mais il va prendre l'argent là-haut. Il va prendre l'argent là-haut. Mais au même moment, on parlait de 20 milliards à échanger contre la bauxite. C'est-à-dire, les gens, ils nous prêtent l'argent. Et l'argent est remboursé par la bauxite. Je dis, ah, ça c'est un créneau qui peut porter. Mais malheureusement, ça aussi, ça s'est éteint. Parce qu'avec les 20 milliards là, ce n'est pas que le chemin de fer qui allait être réhabilité. C'est des activités agricoles, des activités industrielles, les activités immobilières, les infrastructures de base, l'énergie et tout ce qui s'en suit. C'était tout un paquet. Le projet était séduisant, mais tout s'est éteint. Voilà. Donc, pourquoi, moi, dans ma réflexion, le poste que j'ai fait, j'ai dit que j'ai fait la réflexion. Pourquoi? Parce que les gens spéculent. C'est-à-dire, la politique a détruit ce pays. On a les libertés d'expression. C'est vrai, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais moi, un sujet que je ne connais pas, je ne le commente pas. Je préfère écouter ceux qui connaissent. Un penseur a dit que celui qui n'est pas informé n'a pas droit à la parole. Il faut être informé. Aujourd'hui, vous avez des communicants. Quand vous parlez du Fonds monétaire international, ils veulent intervenir. Quand vous parlez d'énergie, ils veulent intervenir. Vous parlez d'économie, ils veulent intervenir. Vous parlez d'assurance, ils veulent... Tous les sujets, ils se font passer experts dans tous les sujets. Mais c'est des communicants. Leur fond, c'est quoi? C'est défendre une politique, un parti politique, défendre un homme, vilipender un homme, faire les éloges d'un homme. Et parfois sur fond communautariste, parfois sur fond ethnique. C'est tout cela qui pollue le débat. Quel que soit le débat, tel que vous le posez, quel que soit un débat, la technicité d'un débat, il y a des communicants qui transposent sous un angle politique, sous un angle personnel. Et dès que ça vient sous un angle personnel, ça prend une dimension ethnique, une dimension communautaire. Je fais la publication pour dire ce que je sais. On ne peut pas dire qu'un individu a démantelé les rails. Non. On ne peut pas dire que le directeur des chemins de fer a vendu les rails. Non. 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 C'est pas vrai. Ceux qui ont vendu les rails, à ce moment, on les connaît. Mais il suffit que quelqu'un parle pour que l'autre attaque. Un parle, l'autre attaque. Et quand vous regardez les patronymes, parfois vous prenez la tête, vous avez peur. Il faut qu'on sorte de ce débat communautariste. Moi, personnellement, je ne suis d'aucun parti. Je n'ai été d'aucun parti. Je suis apolitique, complètement apolitique. J'ai été pionnier de la Révolution. J'ai été responsable de la GRDA sous le premier régime. Mais après, depuis qu'on a dit la démocratie plurielle, la manière dont nous faisons notre démocratie là, j'ai dit, moi, je n'ai pas ma place dans ça. Parce que derrière, il y a l'ethnicisme, il y a le communautarisme, il y a la démagogie, il y a tout. Il y a la médiocrité, il y a l'opportunisme, il y a le clientélisme, il y a le népotisme. Donc, je m'en éloigne. Mais lorsque le sujet est d'intérêt public, si j'ai quelque chose à partager, j'essaie de le partager pour échanger, pour éclairer, mais aussi pour échanger avec les gens. Voilà, aujourd'hui, si nous voulons relancer notre chemin de fer Conakry, Bamako, on peut le faire. Mais il n'y a qu'un seul pays qui peut nous accompagner dans ça. C'est la Chine.
Aucun pays, les États-Unis n'en parlaient même pas. C'est le capitalisme pur là. Le seul pays qui peut nous aider, qui peut nous accompagner dans ça, c'est la Chine. Encore une fois, c'est la Chine. Et avec la Chine, puisque la Chine, elle aussi, elle n'est plus communiste, elle est devenue capitaliste, mais un capitalisme un peu plus, voilà. Alors, je crois que c'est la Chine. Mais il faut proposer un troc à la Chine. Nous ne pouvons pas, comme ça, faire. Passer un deal. Oui, on vous laisse exploiter telle mine d'or, la part qui revient à la Guinée. Hein? Tout ce qui revient à la Guinée, impôts, la part dans les affaires, tout. Ces montants-là, au fur et à mesure, vont venir en déduction de la dette de 5 milliards, bien de 6 milliards que vous nous avez donné pour faire le chemin de fer. Ou bien on fait un projet global. Même le projet d'Alpha Condé, on peut le reprendre. On peut le reprendre et le mettre au goût du jour. Il suffit seulement qu'on fasse ce troc avec la Chine. Mais pour le faire, il faudrait que les gouvernants passent par l'Assemblée nationale pour donner un caractère national, un caractère légal et réglementaire à la Convention. Si nous avons aujourd'hui 15 milliards, même si c'est 10 milliards, à échanger avec la Chine contre la bauxite, vous enlevez là 4 milliards ou 5 milliards pour le chemin de fer. Vous enlevez là 1,5 milliard pour l'agriculture, 1 milliard pour l'éducation, enseignement technique, enseignement professionnel, enseignement supérieur, surtout enseignement fondamental. Préparer les ouvriers qualifiés, les former. Aujourd'hui, on est en train de parler de Simandou. Il faut préparer les ouvriers, il faut qu'ils soient bien formés. S'ils ne sont pas bien formés, les postes importants, c'est les étrangers qui vont les occuper. Et nous, on va faire quoi? Tous les jours maintenant, on va protester, marche de protestation, c'est notre Simandou, c'est notre projet. Donc, c'est ça. C'est pourquoi, machine avec la Chine, c'est ça. Et quand on prépare la main d'œuvre, c'est dans tous les domaines. Les métiers agricoles, les métiers de l'élevage, les métiers de la pêche, les métiers de la construction urbaine, les métiers de la construction technologique. Bref, bon, je crois que c'est le meilleur moyen. Même la construction des barrages, des micro-barrages, c'est ce genre de troc. Mais ce genre de troc-là, nous ne pourrons pas le contrôler. Donc, si on le fait, il faut passer par un cabinet, il faut trouver un cabinet, ou même 2 cabinets internationaux indépendants, qui ne soient ni chinois, ni guinéens. Des grands cabinets en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Parce qu'eux, ils ont l'expertise nécessaire. La bauxite qui rentre dans la compensation, quelle est sa teneur, quelle est la quantité exportée, quelle est la valeur de la quantité exportée. Et comment ça va venir en déduction des 10 milliards ou des 15 milliards investis dans le financement. C'est ça qui peut faire un développement intégré. Voilà.